réclamer la liberté de notre pays, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'organisation criminelle qu'est l'organisation du traité d'Atlantique Nord, le retour et la sacralisation de nos libertés. Liberté en tant que peuple, pays et en tant qu'être humain, en tant que femme et en tant qu'homme. Nous avons la chance d'avoir parmi nous et d'avoir sur notre liste l'Europe, ça suffit. Un homme de conviction, vous le connaissez tous, il est le président d'un mouvement de conviction, de courage, de vérité, qui s'appelle Via la voix du peuple. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Jean-Frédéric Poisson. Chers amis, ravi d'être à nouveau sur cette belle place de Fontenoy cet après-midi. Merci de nous avoir rejoints pour ce bel événement. Et je voudrais commencer par rappeler un petit fait historique qui m'a été signalé par notre ami Philippe Coste, notre délégué départemental des Yvelines de VIA. Le bâtiment qui est juste à côté de nous est certes le siège de l'UNESCO. Il a été pendant un temps le siège de l'OTAN. Donc notre présence ici est doublement symbolique cet après-midi, puisque, compte tenu de l'amitié que nous portons pour ces grandes institutions internationales, c'est très bien de venir manifester à leurs pieds combien elles nous déplaisent. Et je reviens hier de Genève. J'étais avec Florian et Myriam devant le siège des Nations Unies pour protester contre le traité sanitaire que l'Organisation mondiale de la santé est en train d'essayer de faire adopter par les États. Vous savez ce que c'est, ce traité? Article 1, en cas de risque de pandémie, l'OMS prendra la main sur la politique sanitaire de tous les États membres, sans qu'aucun gouvernement ne puisse s'opposer à ces directives. Article 2, qui décide que nous sommes en situation de pandémie? Réponse, l'OMS. Autrement dit, c'est comme quand on était petit à l'école. Sur le mur, il était écrit, article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si le chef se trompe, merci de vous référer à l'article 1. Autrement dit, on tourne en boucle. Et voyez-vous, on est en train de nous préparer une société dont personne ne parle, des moyens que personne ne met en perspective, un mode de vie sur lequel nous n'avons pas été sollicités, que nous n'avons pas décidé, que nous ne voterons même pas. Cette société, c'est celle de la surveillance généralisée, actionnée par des moyens capitaux, des finances, qui n'ont jamais été aussi volumineuses, aussi puissantes, aussi néfastes qu'elles le sont aujourd'hui. Cette société de surveillance, mes amis, passe par le contrôle de notre santé. Et c'est la raison pour laquelle, depuis déjà quelques années, nous avons, à l'initiative des Patriotes, soutenu de nombreuses manifestations à l'occasion de la crise sanitaire. Parce que la crise sanitaire était pour nous tous, une forme d'emblème de la société qui se prépare et qu'on veut nous faire subir. C'est-à-dire une société dans laquelle nous sommes isolés les uns des autres, nous n'avons aucune espèce de recours contre les décisions de l'État, nous n'avons plus de moyens de défendre nos libertés fondamentales, qu'elles soient individuelles ou collectives, une société dans laquelle nous sommes priés de travailler quand on peut, de consommer à chaque fois que c'est possible, et pour le reste du temps, de nous taire. Voilà la société qui se profile devant nous si nous ne résistons pas. Mais, la bonne nouvelle, mes amis, nous sommes la grande peur des bien-pensants, comme on disait autrefois, et nous sommes prêts à résister jusqu'au bout à cette société qui ne se fera pas avec nous, quoi qu'il arrive. Nous ne nous battons pas d'abord contre des organisations, contre des systèmes, contre des projets. Nous nous battons contre des personnes qui ont ce projet en tête et qui veulent au fond nous asservir. Et nous nous battons contre
un ennemi principalement, là aussi qui nous rassemble aujourd'hui contre lui, le mensonge. Le mensonge dans la gestion de la crise sanitaire, le mensonge sur le conflit russo-ukrainien, le mensonge sur le conflit israélo-palestinien, le mensonge et le silence sur les guerres qui ravagent l'Afrique et dont on ferait mieux de s'occuper un peu davantage plutôt que d'être obsédé par, si important que cela soit, tout ce qui se passe au Proche-Orient. Ce mensonge qui nous fait croire que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a démarré le 22 février 2022, alors que nous commémorons ces jours-ci le 25e anniversaire du bombardement de la Serbie par l'OTAN, de manière unilatérale, de manière brutale et de manière néfaste et nuisible pour nous tous. Nous nous battons contre les mensonges à répétition du gouvernement. J'entendais Bruno Le Maire encore nous expliquer hier qu'il avait sauvé l'économie française. Qu'est-ce que ce serait s'il avait laissé faire les choses? Je me demande où on en serait. Ou alors, le mensonge sur les intentions de notre président Macron, c'est-à-dire cette idée folle qu'il pourrait y avoir une souveraineté européenne avec un État dans laquelle ou dans lequel cet État européen, l'État français, survivrait. Peut-on imaginer un système dans lequel il y a deux États? Peut-on imaginer que la France survive dans une Europe qui serait transformée en un État qui disposerait d'un système de défense, d'une monnaie qu'il a déjà, et de tant de leviers qui, tous les jours, nous oppriment et restreignent nos libertés individuelles? C'est impossible, bien sûr. C'est contre l'ensemble de ces mensonges que nous nous battons. Et voyez-vous, à chaque fois que je reviens en France, et que soit je la survole en avion ou que je traverse par le train, je regarde avec une immense admiration, une très grande fierté. J'imagine les milliards d'heures de travail qu'il a fallu pour construire ce pays, pour diviser les champs, pour construire tous ces bâtiments qui nous regardent encore, en dépit de tous ceux que les guerres et les révolutions ont détruits. Et je me dis au fond, on nous reproche souvent d'être prisonniers de ce passé-là, qu'incarne tout ce que nous avons encore sous nos yeux et dont nous profitons aujourd'hui. Les gens qui nous critiquent considèrent que nous sommes prisonniers de notre passé. En réalité, nous sommes héritiers, nous sommes dépositaires de quelque chose que nous ayons transmis et que nous avons le devoir de préserver pour les générations qui viennent. C'est ça le sens de notre combat. Cette idée que les Romains, les Grecs nous ont transmise, selon laquelle la vérité a du sens. Le droit existe pour tous. Et cette idée chrétienne selon laquelle le premier devoir de chacun d'entre nous est de venir en aide à celui qui en a besoin, soit directement, soit par les systèmes de solidarité. C'est ça que l'Union européenne est en train d'attaquer. Cette idée que la vérité n'a aucune importance au fond, et qu'on peut raconter n'importe quoi, et qu'a priori, de toute façon, comme les peuples n'y font pas attention, les responsables politiques ne se sentent plus obligés de dire le vrai à leur peuple. Où est cette idée que le droit est le même pour tous? Quand on sort du confinement à répétition, quand il a fallu aller devant le Conseil d'État pour faire valoir les droits, nos droits individuels, pendant la crise sanitaire et ensuite. Où est l'universalité du droit quand Marc Doyer est arraisonné par 15 officiers de police chez lui pour avoir simplement fait une blague au président de la République? Où est l'universalité du droit lorsque des personnes sont sanctionnées, leur contrat de travail suspendu parce qu'ils n'ont pas été vaccinés alors qu'ils n'étaient pas obligés d'être vaccinés? Où est ce droit? Et où est enfin notre société de partage, d'échange, lorsque l'Union européenne n'a de cesse que de vouloir supprimer ce qui fait notre héritage social, ces piliers de notre vie commune, que sont l'assurance maladie, l'assurance chômage, les retraites, les allocations familiales, ce que des générations et des générations avant nous ont construit depuis la fin du XIXe siècle et même probablement avant, et qu'aujourd'hui le gouvernement et l'Union européenne veulent mettre à bas. Et vous avez bien compris ce qui va se passer. Vous avez entendu notre ministre de l'économie. Nous allons payer la dette par
un rétrécissement de tous ces systèmes d'allocation et d'assurance qui font notre patrimoine et notre modèle social. L'Europe les y pousse, leur lâcheté les conduira à le réaliser. Voilà ce contre quoi nous nous battons. Dans cette affaire, la responsabilité de l'Union européenne est massive, évidemment. Mais la lâcheté de nos gouvernants l'est tout autant. Et c'est bien le sentiment que nous partageons. Nous voyons bien que les combats que nous les menons depuis des décennies. Ah, tout le monde n'a pas des décennies au compteur dans cette assistance, mais en tout cas les plus jeunes se greffent à un combat ancien. Et on vous explique, dans les autres listes, je ne vais pas le répéter, ça a été dit largement avant moi, que bien sûr nous allons pouvoir empêcher cette Union européenne de détruire la France parce que, par un jeu d'alliance politique dans un Parlement européen renouvelé, on pourrait, à l'aide de députés bien intentionnés, tordre le bras de la Commission européenne. J'ai même entendu quelqu'un nous dire qu'il fallait mettre la Commission européenne en dehors de l'Union. Je ne sais pas comment on fait. J'ai pas la notice, mais peut-être il pourrait nous l'expliquer de manière un peu plus détaillée. Tout ça n'arrivera pas, mes amis, parce que on ne discute pas avec quelqu'un qui ne respecte pas ses propres règles. On ne peut rien tirer de quelqu'un qui négocie en s'assoyant à la table de négociation avec l'intention de mentir et de faire ce qu'il veut de toute façon. Cette Union européenne veut la disparition des nations. Elle veut la disparition des États. Elle veut la disparition des peuples qui l'ennuient. Elle veut la disparition des gens comme nous qui lui diront jusqu'au bout non, non et non. C'est pour ça qu'ils ont essayé de nous faire taire. C'est pour ça que le silence s'installe. C'est pour ça que nous avons une responsabilité particulière dans cette fin de campagne. Et je voudrais attirer votre attention sur ce point en terminant. Pendant la crise sanitaire, nous avons, malgré tout, pu croiser des amis, la famille, des voisins. Et puis, au moment du repas, lorsqu'on arrivait à parler des vaccins, nous nous sommes tus. Nous avons mis fin à la conversation. Parce qu'on avait envie que le repas puisse aller au moins jusqu'au fromage. On ne soit pas obligé de repartir, faire 300 km de voiture sans avoir mangé le dessert. C'est toujours désagréable. Il fallait maintenir une forme de paix sociale, de tranquillité dans nos relations, tant ce sujet était un facteur de division pour nous tous. Vous rencontrez certainement le même genre d'opposition, le même genre de résistance quand vous évoquez la sortie de la France de l'Union européenne. Et on commence à vous dire, mais non, vous n'avez rien compris, vous êtes cinglés, vous êtes en dehors de la peur, enfin toutes les choses que vous entendez tous les jours. J'ai deux choses à vous dire sur ce sujet en guise de conclusion. La première, c'est que nous n'avons plus le temps de nous taire. Et que si l'urgence est bien celle que nous décrivons, alors d'une certaine manière, allons au carton, si je peux me permettre cette expression triviale. Ne cessons pas de défendre cette idée selon laquelle, simple, il n'y a pas de destin de la France possible si elle reste au sein de l'Union européenne. C'est soit elle, soit nous. La deuxième chose, et il faudra que nous travaillions davantage sur ce sujet, c'est vrai. On vous dit, mais quand même, vous ne voulez pas que la France soit isolée. Vous ne voudriez tout de même pas que la France soit seule au monde. Qu'est-ce qu'on va faire de nos voisins, de nos partenariats économiques, comme si, en sortant de l'Union européenne, on faisait faire à la France 10 km en altitude et qu'elle se retrouve, on ne sait pas où, qu'il y a un immense trou dans le continent européen à la place que nous occupons aujourd'hui. Mais mes amis, rassurez-vous, tant que des Suédois voudront aller en Espagne, il faudra qu'ils passent par la France. Tant que les Italiens voudront aller en Angleterre, le plus simple pour eux, ce sera quand même de passer par chez nous. Et tant que les Suisses voudront aller à la plage, certains iront en Italie, s'ils aiment l'eau froide, ils iront en Allemagne, mais s'ils aiment bien se baigner correctement, ils viendront chez nous aussi. Donc bien sûr que nous ne nous isolerons pas du reste du monde, nous serons toujours physiquement au même endroit. Évidemment, il faudra négocier les traités, l'Angleterre l'a fait. Nous avons fonctionné pendant des siècles avec des systèmes de traités bilatéraux avec nos voisins. La France a existé bien avant que l'Union européenne n'existe.
Ça prendra du temps. Ce sera difficile. Nous aurons certainement à revoir un certain nombre de nos politiques publiques. Nous devrons accélérer la réindustrialisation de notre pays. Nous devrons nous replacer en position d'exportateur majoritaire plutôt qu'importateur. Nous devrons assurer un peu davantage nos moyens de défense. Nous devrons effectivement revenir sur des politiques absolument insensées qui conduisent aujourd'hui à ce que si vous voulez construire une usine dans un endroit, eh bien, il faut que vous replantiez la même surface d'arbres neufs sur le pâté de maison d'à côté. Il va falloir faire tout ça. Mais rien de tout ça n'est impossible. La France a démontré dans le passé qu'elle était capable de mener des projets bien plus compliqués, bien plus importants, bien plus ambitieux que celui-là. Et puis, la voix de la France est encore un peu entendue dans le monde, malgré tout le mal que le président Macron a fait à la réputation de notre pays. Rien de tout cela n'est en dehors de notre portée. Rien. Ce sera moins confortable. Et je pense que ceux qui voient le Frexit avec une forme de résistance ou de, comment dit-on ça, d'amertume ou de crainte, en fait, doivent être rassurés ou aimeraient être rassurés sur le statut de leur confort personnel. Oui, ça va changer beaucoup de choses. Oui, ça promet de mettre des débats en place. Oui, ça promet des conversations, des changements de politique, des changements de majorité locale. Tout ça, bien sûr, se produira. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est exactement ce qui s'est produit. Nous avons parfaitement la capacité de le faire. Et c'est ce que nous défendons. Nous ne voulons pas d'une France qui soit isolée, elle ne l'a jamais été. Il n'est pas question qu'elle le soit demain. Nous ne voulons pas d'une France qui soit en dehors du temps, elle a toujours été au cœur de l'histoire. Nous ne voulons pas d'une France qui soit pourvue de tout, nous sommes capables de vivre en quasi-autarcie sur beaucoup de points. Il nous manque simplement le droit et la liberté de le faire. Il s'agit de cela. C'est ça que nous avons mission de reconquérir. Ce sera long. De la même manière que la sortie de l'Union européenne est une entreprise de long terme qui nous emmène bien au-delà du 9 juin. De la même manière que le fait de tordre le bras de l'OMS sur ce protocole de santé, vous savez qu'il est en échec en ce moment parce que de grands pays comme la Grande-Bretagne, le Japon et d'autres pays ont refusé de signer ce traité. Nous les en remercions. Et je vous annonce, nous en avons discuté avec Florent hier, que nous allons très probablement lancer en France une campagne pour que la France arrête de financer l'OMS et qu'elle quitte cette organisation. Car la liberté de notre pays ne peut pas se soumettre à des organisations qui veulent nous arraisonner. Ça n'est pas possible. Voilà les combats que nous menons. Rien ne s'arrête le 9 juin. Nous avons encore une semaine de campagne pour convaincre nos voisins, ceux que nous croisons, aller jusqu'au bout des conversations, jusqu'au bout de nos arguments. Et d'une certaine manière, nous avons déjà gagné, parce que nous sommes rassemblés, parce que notre projet est juste, parce qu'il est vrai, et parce que nous ne nous arrêterons jamais. Merci à tous, bon courage.